Hello, Hello. bienvenue chez Lady Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Tout à fait. Salut Laurent. Salut Cédric. Allez, on a encore du pain sur la planche ce soir. Un petit peu, une trentaine. On est juste un peu fatigués tous les deux, mais on C'est va nous réveiller tout ça. Comme tu disais, c'est de la bonne fatigue. C'est la bonne fatigue, c'est ça. Allez. Une trentaine, on est parti, une trentaine. Ah, directement. Directement, Du lourd. du lourd. My Management, qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, c'est Jay Cormier, ou Jay Cormier, et Seng Fung Lim. Ok, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait l'antre du roi de la montagne, notamment, qui était assez sympathique. Junkheart, et plus récemment, notamment Jay Cormier, qui a fait Harrow County, qui était sur Kickstarter il n'y a pas très longtemps. Ouais, et j'ai pris J'ai hésité. Et j'ai pris en pledge boutique. Ah, bah magnifique. Bah, Voilà. Voilà. Tu as anticipé mes besoins, magnifique. Oui. Et évidemment au pinceau, puisque c'est adapté d'une BD, c'est Matt King de la BD du même. Tu peux le pitcher, hein, toi tu l'as joué, moi je vous ai regardé de On loin. va jouer toi? Non, Ah bon. non, j'ai pas joué, retourne pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Bon, disons tout de suite, c'est vraiment un excellent jeu, probablement un des meilleurs jeux à rôle caché. Donc c'est ce qu'on appelle un versus all, donc un 1 contre tous, ce qui fait qu'il peut être aussi bien joué à 2 qu'à 3 qu'à 4, il joue de la même façon. Donc il y a un des joueurs qui est comment s'appelle-t-il encore dedans? J'ai plus le terme exactement. N'ayant pas joué, je sais pas t'aider. Voilà, le recruteur qui doit en fait qui a un temps imparti pour recruter un certain nombre de personnes, de membres, et vous êtes des agents, les autres joueurs constituent des agents qui doivent essayer de l'arrêter avant d'avoir pu récupérer ce nombre d'agents autour du plateau. Donc c'est un jeu de déduction, rôle caché, mais super bien fait dans un univers qui est... Des similitudes avec Whitechapel? Léger? Oui, forcément, il y a un ADN un peu semblable, mais c'est un jeu moderne, on va dire. Plus moderne que Whitechapel. Il y a beaucoup de petites choses. Et ce qui est génial dans la version, parce que je pense que tu vas en parler après, il y a deux versions, mais les deux de toute façon ont les mêmes add-ons entre guillemets qui sont intégrés. Donc ils sont des petites capsules qu'on ouvre au fur et à mesure du jeu. En fait, quand il y en a un qui gagne trop facilement à la fin d'une partie, on ouvre la capsule pour donner un avantage ou un désavantage à celui qui a gagné. Et rééquilibre. Et donc ça rééquilibre au fur et à mesure jusqu'au moment où donc on commence avec un... Il y a déjà deux règles dans la règle, justement. Une règle débutant, une règle jeu normal. Il faut jouer directement au jeu normal si on a un petit peu d'expérience. Hein, la règle débutant, on perd beaucoup, on va dire. Mais après, on peut encore rajouter, en fait, c'est handicap plus ses bonus. Rajoute quelques règles au fur et à mesure. Et c'est très sympa. Déjà que le jeu de base est très sympa, mais rien que le fait d'ouvrir ces petites enveloppes, c'est chouette. Alors, vous le verrez pas à la caméra, clairement pas, mais moi je le vois avec les reflets que j'arrive à faire, donc on dirait que c'est... Ah oui, c'est blindé de... C'est blindé d'indices, à mon avis. Ouais, je le trouve déjà assez beau. Le côté paranoïa, il y a même un site où on peut recenser les espèces de petits indices aussi qui sont recensés sur ce site, et on peut essayer de les découvrir voilà, c'est purement, ça n'a absolument rien à voir avec le jeu, c'est purement à part, mais... C'est pour mettre l'ambiance? C'est ça. Ça dénote l'univers, la volonté des auteurs de faire un truc un peu différent, avec ce côté paranoïaque est hyper présent. 2 à 5 joueurs, 14 puces pour des parties de 60 minutes. Donc si vous venez au magasin, prenez la boîte, regardez, faites comme ça, vous verrez, c'est surprenant. Même la retail, je pense, pour ça. Ça, c'était la retail. Ouais. Ça, c'est la KS. Il y a cette petite chose, ces petits pions, ces gros pions qui vont avec la caisse. Ça, c'est de la VO. Hein. La retail, c'est de la VF. Hein. J'essaie de la mettre, ça vous voyez plus ou moins, ce que ça pourrait donner comme différence. C'est quoi la différence? Kickstarter. VO. Il y a quasiment aucune différence en termes de gameplay à part la boîte qui est plus grosse et le matos qui est mieux présenté, je veux dire, dans des petites boîtes en plastique, etc., au lieu de dans des simples enveloppes. Il n'y a absolument aucune différence. Donc si on achète la version retail, on joue quand même au jeu complet avec tout ce qui existe. Bon, on n'a pas les petits socs en bois, on a des petits standees, ce genre de choses, mais... Il faut quand même que la version Kickstarter soit un peu plus sexy que la version retail. C'est ça, elle est plus sexy, et mais la version Kickstarter est particulièrement jolie. Quand on ouvre la boîte, non, on va peut-être pas le faire ici, mais... Voilà, déjà, rien qu'à ouvrir la boîte, on a envie de jouer. Bah oui, quand on avait fait une dimanche après-midi, tu l'avais vu sur la table, là. Ah, moi, pour tout te dire, j'ai d'abord acheté la retail. J'avais pas fait le KS parce que, à la base, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse le plus.
J'y croyais pas trop, honnêtement. Et j'ai acheté la retail sur un coup de tête en me disant ça a quand même l'air sympa après avoir vu des vidéos. J'ai fait une partie, je l'ai revendu, j'ai racheté la caisse à un prix de fou. Voilà. Et maintenant, on a la caisse en magasin. Voilà. C'est trop tard, j'ai déjà depuis plus d'un an. À un prix normal. Un prix normal. Un retour. Dice Throne. Ça, c'est le combat 1. On a le combat 2. Et il a enfin été débloqué de la douane. Il était bloqué à la frontière. Ah oui. Combat 3, combat 4. On en a parlé, je me rappelle. Dice Throne, combat 3, combat 4, c'est là. Un autre tour, super attendu. Ça faisait des mois. Creature Comfort. Qui nous a fait ça? Roberta Taylor. Oui. Et au pinceau, Shona Jessie Tenney. Ouais. C'est mignon, hein. C'est mignon. Ouais, c'est plutôt pas mal sympa dans le genre placement d'ouvriers. Ce qui est pour moi un peu bizarre, c'est que le placement d'ouvriers, vous placez vos ouvriers, puis vous les retirez, libérant les zones pour les autres. Ça m'a semblé un peu bizarre. Ce jeu est bien mignon, en tout cas. J'espère que comme c'est le deuxième tirage, qu'ils ont pensé directement à intégrer les bonnes cartes qui étaient en buggé parce que c'était une version canadienne et on avait affaire à du français canadien. Oui. Voilà, c'était tout simplement ça. Il n'y avait pas de gameplay modifié, je pense. Donc Creature Comfort est revenu après des mois d'absence. Le fait d'avoir des ouvriers et des dés, c'est aussi pas très courant. Effectivement. Mais il faut avoir non seulement placer son ouvrier au bon endroit, mais il faut avoir le dé correspondant aussi pour pouvoir activer l'action. Oui, mais j'ai fait une partie, je trouvais ça sympa. Ouais. Je joue à du plus dur. J'ai assisté à une partie, ça m'a suffi, mais il faut reconnaître que c'est quand même assez original et classique. Graphiquement attrayant. Ouais, c'est ça. Okay. C'était chez Matago, c'est du 8+, évidemment. Yep. Matago qui nous a livré un camion. Ça arrive. Oui. On est définitivement, je pense, à jour avec la France, avec les Bottenshire. Agropolis vient d'arriver. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, Agropolis, il s'agit de Paul Kluka, Danny Devine et Steven Aramini. Ils ont fait tout quoi? Ils ont fait notamment Sprodopolis. Ouais, bah oui, parce que... évidemment, c'est quasi la même chose. Hein, Agropolis, Sprodopolis, c'est quasiment la même chose. Ouais. Je dois dire que j'ai regardé beaucoup de vidéos pour savoir de quoi en parler, et là, je suis en train de tout mélanger, parce que c'est pratiquement la même chose, mais par contre, les jeux seraient compatibles. Ouais, ils peuvent être combinés, exactement. Donc, avec une carte de chaque et une carte. Mais j'ai pas bien compris, par contre, s'il y avait des cartes en plus pour pouvoir les combiner. Non, c'est toujours 18 cartes qu'il y a dans les j'ai compris qu'il y avait une espèce de carte qui s'appelait Combinopolis ou quelque chose comme ça qui permettait de... Ok. Donc ça à vérifier. En tout cas okay. C'est quasi le même jeu. Donc ça j'ai rien. Donc moi j'ai testé mes Sprodopolis. J'ai testé Sprodopolis. Je l'aime beaucoup Sprodopolis. Je gagne jamais. Voilà. Même en facile. Il y a du facile. Je dois jouer hardcore. Parce que tu peux jouer avec les animaux qui sont dans le bas des cartes. Tu rajoutes en fait des points à atteindre. Ah, d'accord, ok. Ah ben alors j'ai dû zapper la règle. Comme d'habitude, je lis la règle comme ça. Et donc oui, je joue en ultra hard. Okay, c'est pour ça que je ne gagne jamais. Bien. Non, c'est ça. Alors c'est du 1 à 4 joueurs, c'est du coop, c'est du 14+, c'est pour des parties de 15 minutes. Alors j'ai pas vu le côté coop. C'est du 1 joueur. C'est du 1 joueur, je pense, oui, clairement. Maintenant, vous le jouez à plusieurs. Ok, mais quelle est la plus-value? Ok. On est d'accord. Agropolis. Bottenshire, saison 2, la bataille des pâtis sorciers. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, il s'agit de Robin Gibson, qui n'a rien fait de particulièrement connu, manifestement, même s'il est pas mal crédité sur BGG. Oui, à mon avis, il est beaucoup dans les Bottenshire ou des trucs comme ça. Probablement. Ouais. Alors celui-là, je t'écoute parce que je ne le connais absolument pas, même si on l'a vu... C'est du duel, c'est du 8+, on l'a vu chez Asmodée, pour des parties de 30 minutes. Ça va plutôt faire appel à... C'est pas un memory, hein, mais il va falloir quand même faire fonctionner votre mémoire, parce que... bon, c'est de l'affrontement, un peu comme un Star Kills, par exemple, donc c'est celui qui va détruire l'autre. Et donc vous êtes un sorcier, mais qui fait des recettes de pâtisserie. Et donc vous allez avoir des recettes de pâtisserie que vous allez mettre au four. Mais chaque recette a un temps de cuisson différent, à savoir entre le premier tour, ou le quatrième tour, ou le troisième tour et le sixième tour. Mais quand elles sont devant vous, qu'elles sont face cachée, du coup, vous devez vous rappeler à quel moment vous pouvez déclencher le sortir du four, du coup. Donc c'est un petit Star Realms ou ce genre de choses, mais ultra simplifié, avec dans le thème magie
des pâtis sorciers. Ils sont plaisir, Matago, au niveau des noms, hein, parce que... C'est vrai que je me rappelle plus, j'avais vu le titre original, je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il y avait déjà un jeu de mots de mémoire. Bottenshai, 3e. Là encore, on parlait du talent de Matago au griffon fond. D'accord. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, il s'agit de Scott Hans, ouais. Lui, par contre, qui est très connu. Oui. Qui nous a fait notamment Beer and Bread récemment. Oui. Il nous a fait plein de choses, Almanac. Qui arrive, Beer and Bread en VO, j'espère. Une localisation serait pas mal parce que c'est vraiment... Beer and Bread. Beer and Bread. Ouais, parce qu'il y a quand même du texte sur les... Oui. J'ai testé là, pour la première fois il y a une semaine ou deux avec ma compagne. Ça tombe pas mal. Ça révolutionne rien, mais ça Beer and Bread. Beer and Bread. On l'a pas joué ensemble. Je te l'ai expliqué, on n'a pas joué ensemble, on a été pris par le temps. C'est ça. Je te l'ai expliqué. Ça m'a donné envie, effectivement. Ouais, ça pue de joueurs, mais il faut réfléchir un petit peu. Quelques mécaniques originales. Sympa. Ça demande à y revenir. Donc, Monsieur Alms qui nous a fait les almanachs, c'est un Kickstarter, on en a les 2 versions qui sont là. Ouais, c'est plein de choses. Hein. Oui, entre autres, évidemment. Les Tiny Epic, c'est lui aussi. Hein. Oui. Les Tiny, je pense. Ah, peut-être bien. Ah, de mémoire. Oui, peut-être bien. Parce que c'est pas des jeux qui sont pour moi, mais je pense que c'est le même monsieur. Tiny Epic qui mérite vraiment des grands jeux. Peut-être pas tous, mais certainement la version de base. Ici, c'est un solo. Vous allez avoir plusieurs types de personnages dans votre auberge. Et donc tous ces types de personnages ont toutes des particularités. Il y en a qui sont au régime, il y en a qui sentent très fort. Et donc tous ces gens ne peuvent pas cohabiter tous ensemble. Et donc s'ils sont pas contents, ils se cassent. Et donc à vous d'essayer d'en avoir le moins possible qui s'en aille. Donc on est sur la même lignée. Je pense que Scott Alms a fait aussi l'île des prédateurs, qui est aussi un Bottenshai solo. Au griffon, fond. Ok. Tatsu, encore chez Matago. Qui est-ce qui nous a fait ça? Il s'agit de Wolfgang Werner. Et au pinceau, Maxime Erso. Ok. Rien de particulier, notable? Non. On va s'arrêter là. Non. Alors, effectivement, le passe-temps en parlait beaucoup. Visiblement, Simon a poussé très très fort pour qu'il soit hérédité, parce que c'est un jeu japonais, il me semble. Ça joue déjà quelques années au compteur. Hein. Ça joue déjà quelques années au compteur. Oui, clairement. C'est un jeu de pli. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne sais c'est un jeu de pli. Moi, je me rappelle, je m'étais intéressé à la version, quand il est sorti, la version originale, mais j'avoue que j'ai plus grand souvenir. Ce que je me rappelle, c'est que, en fait, les cartes les plus faibles valent le plus de points à la fin. Et il faut pouvoir les garder dans son jeu. Il faut pouvoir les jouer, les récupérer pour qu'elles puissent scorer. Et il y a une notion aussi, ce qui est intéressant, ce qui crée l'interactivité, c'est qu'on peut obliger un autre joueur à jouer une carte à soi. Voilà, mais c'est un jeu de pli, oui, mais quand même assez différent d'un jeu de pli classique. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de pouvoirs spécifiques avec chaque carte. Donc, ça, je me rappelle plus exactement s'il y avait des pouvoirs, mais en tout cas... Enfin, pas des pouvoirs, mais plus que des cartes qui font faire des actions, et c'est assez différent. Tel carte fait ça, tel carte fait ça. C'est pas possible. Ça semblait être assez... pas complexe, mais assez touffu au niveau et surtout, je pense encore une fois, si on cherche un vrai jeu de pli, ouais, ça s'éloigne quand même assez fort, je trouve. Même si au bout du compte, oui, il y a des plis qui se font et on les gagne, on les perd. Ce sera peut-être ce week-end, rien n'est moins sûr. C'est Tatsu et c'était chez Matago. Un retour de chez Matago, celui-là aussi, ça faisait des mois, voire des années qu'il n'était plus là. Je ne l'ai pas mis sur ta liste. C'est les personnages alternatifs de Shadowhunters. Donc le fameux jeu de rôle caché. Ça faisait des mois, mais des mois, oui, au moins 1 an et demi qu'il n'était plus là. Et c'est revenu des personnages alternatifs Shadowhunters. Attention de ne pas se faire mal. Gros morceau aussi. Times of Vampires. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Pierre Voix et de David Signan. Alors, au pinceau, c'est Gaël Lanurien. Connu, je trouve. Je pense pas que les auteurs... Je pense que c'est un premier jeu. Hein. Je pense que c'est le premier jeu qu'il avait découvert en proto sur un festival. C'est du jardin. Et qu'il avait décidé d'éditer parce qu'il était dans le jury et ça lui avait vraiment beaucoup plu. De mémoire, c'était quelque chose comme ça. Donc, voilà. Je pense pas qu'ils aient déjà d'autres choses à leur activité. Il n'y a rien sur la feuille.
Non, il n'y a rien. Donc voilà, c'est que ça, ça corrobore tes dires du coup. Persuadé que c'est un premier jeu. Gaël Lanurien, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce que lui... Nine Time Stories, One Night Dream, beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parle... aussi, je pense. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on parlait de Sébastien Dujardin? Ben, tout simplement parce que c'est une localisation Paul Games. C'est un jeu Paul Games? C'est un jeu Paul Games. Un jeu Paul Games. Développé par Paul Games, oui, tout à fait. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude, c'est Sébastien Dujardin qui fait les jeux Paul Games. Oh, pas plus récemment, mais avant, c'était... Oui, avec Xavier Georges. Il a fait des housses, il a fait... Oui, il a fait des jeux avec en trio, je veux dire. Mais... Et donc, c'est pour ça que je pensais que c'était une localisation, mais effectivement, non, ce n'est pas une localisation. Effectivement, il nous l'a dit. C'est un jeu Pearl Game. Il nous l'a dit, c'est un jeu Pearl Game, il nous l'a dit quand on l'a vu chez Asmodée. Il nous l'a expliqué, et ce n'est absolument pas un jeu pour moi. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Absolument pas. C'est juste un 4X, je n'ai pas pour moi. Je pense que tu devrais le tester. Je vais le tester. Parce que c'est pas du tout pour moi non plus, et pas en raison de 4X, mais plutôt en raison de sablier pour moi. Mais il donne quand même vachement envie de le tester, et vu le nombre de retours positifs, il donne vraiment, je pense, à être testé. Parce il est sûr que Yoel de First Player Yoel, j'en ai donné d'autres. Ultra personne d'autre que Paul Grogan, par exemple, Gaming Rules, qui avait travaillé dessus, je pense, un petit peu, en partie, notamment sur la race, si je me rappelle bien, et qu'il avait eu très tôt, et qui disait, normalement, je ne parle pas des jeux que je reçois, mais c'est quand même bien. Donc voilà, il y a beaucoup de très bons retours, et même, je pense, c'est tellement différent de par la mélange de mécaniques qui est tellement original, que je pense même à des gens qui n'aiment pas les 4X et qui n'aiment pas les jeux en temps réel. Je ne dis pas qu'ils vont apprécier, mais je pense qu'il faudrait quand même les tester, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas vraiment faire ressortir les mêmes... Les jeux en temps réel ne me déplaît pas, j'aime beaucoup Kitchen Rush, c'est juste l'aspect affrontement 4X qui moi, ne me plaira pas, mais effectivement... C'est très rapide aussi. Oui, bah oui, parce que... Un 4X qui dure 4 heures, je comprends tout à fait que ça ne peut plus pas plaire, mais ici c'est 30 minutes à peu près, je pense. Mais je le jouerai. C'est indiqué dessus, hein, d'ailleurs, puisque c'est en temps réel. C'est du 60 minutes quand même. Parce que 60 minutes de la partie, parce qu'il y a quand même des phases entre les sabliers. Hein. Je pense qu'on joue, il me semble, 4 fois 7 minutes avec les sabliers, quelque chose comme ça. Mais entre les sabliers, on fait plein de choses. Effectivement, il y a pas mal... Vous avez un plateau devant vous, où vous allez mettre aussi des actions dessus qui vont upgrader vos actions pour plus tard, vous allez revenir plus fort et tout. Voilà, il nous l'a été expliqué il y a pas si longtemps que ça. Moi, j'avais suivi les capsules de Pearl Games où il parlait du développement et tout ça. Il a vraiment beaucoup travaillé sur ce problème de sablier pour que ce soit nickel. En tout cas, dans les capsules... Pour pouvoir changer les couleurs, que ne pas toujours avoir le même sablier avec la même couleur, de manière à ce que s'il y a une différence dans le ton, que ça ne se marque pas trop sur la longueur. Donc oui, il avait fait quelques capsules, hein, et comme en même temps, il parlait de Lofotum justement, parce qu'il avait les deux projets qui sont coup sur coup, puisque Lofotum est sorti il y a 2-3 semaines. Donc, Time of Empire, je vais le tester, c'est sûr. Et moi aussi. Et il faut saluer la prise de risque et le côté sortir un jeu aussi original dans les mécaniques actuellement. Mais, un jeu de Civ avec des sabliers en temps réel et tout, c'est casse-gueule. On va dire ça. C'est casse-gueule. En tout cas, on avait déjà pas mal de précommandes. On verra avec le temps, mais ça me donne envie. On verra avec le temps. Et donc, ce n'est pas une localisation Pearl Games, c'est un jeu Pearl Games. Il est revenu de son énième rupture. C'est quoi ça? À mon avis, ce que c'est? Ah ouais, je pense que si vous allez sur Facebook, vous allez peut-être voir une photo ou deux. Oui. C'est un jeu obscur qui est procuré, je ne sais pas. Ouais, Arnova est revenu. Et Arnova est revenu avec un plateau supplémentaire, donc c'est le plateau Zoo. C'est bien de l'avoir appelé comme ça. 9 et 10, hein, c'est 9 et 10, ouais. C'est bien de l'avoir appelé plateau Zoo. C'est un peu ce qu'on fait. Hein. Ils cherchaient l'originalité. Voilà, c'est ça. Donc, les nouveaux plateaux d'Arnova sont enfin arrivés aussi, et il est revenu avec la boîtasse. Est-ce que il va encore subir une rupture? Ça ne m'étonnerait pas, hein. La période est propice quand même. Clairement. Et puis, je pense que il ne souffrira pas des autres syndromes de la rupture et qui va être comme un Terraforming Mars qui tombe énième fois en rupture et quand il revient, on en revend encore des tonnes. Et quand l'extension sortira, on en revendra des tonnes. Ça ressortira. C'est futur classique. Il y a du lourd quand même cette semaine-ci. Hein. Quand même, hein, oui. On est pas mal. Hein. Encyclopédia.
Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Olivier Mélisson et Eric Dubus, qu'on connaît pour Domination, Muséum et le futur Copan. Le futur Copan, on est dessus sur la version KS, je suis dessus. Ouais, mais j'espère bien. Quand Holy Grail va ressortir la tête de l'eau, ils vont me confirmer ça, mais donc, parce qu'ils sont au niveau du timing. Ah, ils ont du mal, hein. On a encore eu aujourd'hui un mail pour Domination. C'est pas génial, hein. Pas facile. Parce que entre je livre les big box muséum, je livre Encyclopédia, je m'occupe du SAV de Titan, je relance Copan sur Kickstarter, ils sont un peu occupés, hein. Ouais. Donc, enfin, ça suit, c'est le principal. Au bout du compte, même s'il faut attendre un petit peu, au moins ça arrive. Oui, oh, bah, on a pas. À l'heure actuelle, c'est déjà pas mal. Oh, oui, mais on n'a pas de doute là-dessus. Hein. Je pense qu'ils sont bien installés maintenant, ils ont les reins bien solides. Je pense. J'ai rien vu sur Encyclopédia. Je l'ai pledgé. J'ai les pledge boutiques qui arriveront à un moment donné, je suppose. Je vais te demander, la particularité, c'est qu'on peut prendre le dé de quelqu'un, on peut utiliser le dé de quelqu'un, mais à ce moment-là, on lui donne un bonus. Donc une interaction positive, en fait. C'est bien ça. Ouais, c'est original. Non, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très puissant, en fait. En tout cas, c'est pas le cœur du jeu. Mais il a l'air agréable à jouer. On fait des explorations, des publications, voilà. Du classique, mais qui a l'air. J'ai déjà vu des bons retours. Stéphane Gobert de ZGA en parlait en bien, Costin de Board Game Pixel en parlait en bien aussi. Moi, y a rien à faire. Une fois que c'est Holy Grail, j'ai juste peur du downtime, quoi, hein, qui est présent dans tout leur jeu. Il a quand même l'air de jouer assez vite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas de l'expert. Hein. Soyons clairs, celui qui achète pour du gros jeu, pour un Ark Nova, on n'est pas au niveau. Là, on peut être déçu, mais sinon, je pense que le jeu répond tout à fait à la demande. Il fait ce qu'on lui demande. Je le testerai avec grand plaisir. C'est du 12+, c'est du 1-4 joueurs, c'est des 25 minutes par joueur, et c'est chez Holy Grail Games. Donc, Holy Grail Games, c'est Muséum, l'excellent Domination, et Muséum Picture. Chose. Il est revenu aussi, j'en avais ramené des scènes. J'ai toujours pas testé celui-là. Je ne suis pas certain que ce soit un jeu pour toi. Ce n'est pas un jeu pour moi. Ouais. Déjà, il y a un nom dessus qui n'est pas pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ne parle pas en mal d'un de mes auteurs préférés qui pourrait jouer dans Les Visiteurs, le pauvre. C'est Woodcraft de Vladimir Suchy et de Ross Arnold. Premier jeu, je pense, Ross Arnold. Il me semble. Ouais. Et c'est un gars qui est un des patrons on parlait tout à l'heure, Paul Grogan et Gaming Rules. Donc, peut-être qu'il a reçu un petit coup de main de Paul aussi. Peut-être. Je l'ai testé en multi et en solo. En multi, j'étais un peu sceptique en sortant de ma partie. Je le mettais un peu sur du messinat avec des choses qui j'avais du mal à imbriquer. Le mot qu'il fallait pas dire. De quoi? Le mot qu'il fallait pas dire pour moi. Messina 1347. Non. Messina 1347. Et donc je l'ai rejoué en solo. Et là, j'ai beaucoup aimé. Ah bon? Et donc, et à chaque fois, j'ai testé des stratégies différentes avec les helpers, les contrats et tout. J'ai même fait la stratégie outil qui semble être fort bancale en multi. Parce que il faut que les autres vous les laissent, il faut que les cartes viennent. En tout cas, en solo, ça a cartonné. Et c'est quoi? C'est un battre ton meilleur score? Oui. Oui. Il y a un bot? Oui. Il n'est pas envahissant? Non, c'est juste des cartes que tu vas retirer, il fait bouger la rondelle d'action, il vire des contrats, il vire des helpers. Il limite vraiment les joueurs. Ouais, et généralement, il te vire les cartes que tu as envie. Ah oui. Voilà. Donc, après, c'était Woodcraft. C'est de la VO. C'est de la VO, toujours. La VF, c'est pas avant l'année prochaine, je pense. Je pense. Je ne pense, j'ai pas vu de date. Et attention, quand vous venez en boutique, les boîtes sont bilingues. Hein. C'est écrit en français à l'arrière. Hein. Mais, encore une fois, Delicious Game. Mais pas la règle. Mais non, pas la règle. Non, la règle est en VO. Ouais. Donc, elle n'existe pas sur BGG en français? Je ne sais pas. Moi, j'avais été voir, mais il y a 2-3 semaines, elle n'y était pas. Je leur ai demandé s'ils voulaient même donner la règle française pour que je l'imprime. Ils m'ont pas répondu, évidemment. Je sais pour qui est justement une véritable localisation. Ça ne se fait mais c'est pas eux qui s'en occupent de leur localisation. Underwater Cities, en français, c'est un Trafin, non? C'est un Trafin qui l'a distribué. Et au début, c'était pas un Trafin qui l'a distribué, c'était Atalia. Donc, à mon avis, je pense que Delicious Games s'occupe de leur localisation. C'est fort possible. Donc, on va aussi mettre de France à l'arrière, ça fait sens. C'est ça.
Donc, pourquoi avoir mis les boîtes françaises et pas une règle multilingue alors? Question de droit, je suppose. La boîte est prête. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. Exactement, il faut pas trop se casser la tête, sinon. Donc, encore de la VO, et c'est Astra. Et qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, là tu m'as eu, là, parce que j'ai pas répété en plus. Vas-y, fais ton plaisir. Alors, je fais comme je le sens. Hein, vas-y. Faut extrapoler un petit peu, probablement. Frigyes Schulberl et Esther Christina Sass. Voilà. Ok. Plus ou moins. Ouais. Et donc, c'est chez, évidemment, Mind Clash ou Mind Clash Play, exactement. Donc, c'est pas Mind Clash Games, c'est Mind Clash Play. Eh bien, là, tu m'apprends quelque chose que je n'avais pas vu. Qui est un nouveau sous-label pour les jeux plus light. Voilà. Parce que généralement, Mind Clash, c'est du costaud. Ah, Mind Clash, oui. Et donc là, on est sur un Flip and Why, visiblement. Non. Oui. Non. Oui, non, parce qu'à notre tour, on a une action de sélection, on sélectionne une carte dans laquelle on va venir dessiner une partie de la constellation et dépenser des poussières d'étoiles pour pouvoir le faire. Il y a moyen de scorer à plein d'endroits à la fin, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle un flip and write. Non. Non, parce que pratiquement tout est là, et quand une carte est complétée, elle est remportée par le joueur qui l'a complétée, et on en remet une nouvelle. Mais donc il n'y a pas vraiment une mécanique comme dans les autres. Je n'appellerais pas ça un trick and write. Un trick and write. Voilà. Je sais pas, parce qu'il n'arrête pas d'essayer d'innover dans ces mécaniques-là. Hein. On voit un peu. Non, maintenant c'est du write. Maintenant c'est du write. Okay. C'est du, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, action and write. Action, selection and write. Pourtant, ils y vont, hein. Flip and write, roll and write, draw and write, bag and write. Donc ils y vont. Donc ils auraient pu trouver un terme pour celui-là. Mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a une part de hasard moins importante aussi dedans. Et l'interaction se fait au niveau des cartes, puisque tout le monde peut dessiner sur chaque carte. Et il y a certains, en fait, tous les points que l'on dessine doivent être adjacents à un autre. Ce qui veut dire qu'il y a certains points qui sont plus intéressants, donc quelquefois on hésite à le faire, parce que si on n'a plus de poussière d'étoiles pour en faire encore un en plus, on va laisser la possibilité au joueur suivant de le faire. Il y a cette interaction-là qui est peut-être un peu plus présente, même si on ne peut pas dire, c'est pas une interaction folle du tout, mais peut-être un peu plus présente que dans un simple, entre guillemets, trick and write. Donc effectivement, on n'est pas sur les mensurations d'un Mind Clash traditionnel, puisque il suffit de voir la boîte. C'est du 10+, effectivement, il suffit de voir la boîte qui fait pas 17 kilos. bien sûr. Ils annoncent quand même du 20 minutes par joueur, donc t'imagines. Ah ouais, c'est pas du tout petit jeu. C'est 2-5 joueurs, oui. Donc... Mais c'est plus gros qu'un Roll and Write classique. C'est pas un Mulot d'Adrien non plus. Ou un... Twilight Inscription. Je vais chercher le nom. VO, encore. Oui. Red Cathedral, et c'est l'extension Contractors. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est toujours le couple dont on avait parlé la semaine dernière, donc oui. qui porte le nom de Miamadais, ils aiment bien se faire appeler comme ça, mais le vrai nom c'est Sheila Santos et Isra Sendrero, donc c'est un couple. Oui. Il nous a fait Shinkansen, dont on a parlé donc la semaine dernière, et Pedro Soto au pinceau. Oui. J'ai pas encore testé. Je l'ai. Pas encore testé. J'ai testé le jeu de base. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de base. Oui, il est très bien. Dans un petit format comme ça tourne super bien. C'est mieux à 3 qu'à 2, mais ça tourne super bien. C'est chez Devir Games. Toujours chez Devir Games, un peu spécial. Donc c'est du 1-4 joueurs, 10+, pour des parties d'à peu près 80 minutes. Je pense qu'on est bon dans la tapée. Il y a pléthore de langues sur la boîte, et pas le français. Pas le français, mais les règles sont dans toutes les langues dans la boîte également. Oui, sauf le français, évidemment. Je les enlève, évidemment, parce que ça prend trop de place si je veux ranger correctement le matos. Ça rajoute un petit plateau, en fait, où on peut envoyer, en payant une nouvelle ressource qui sont des contrats, on peut envoyer des contracteurs sur sur une carte. Et cette carte représente différents lieux de Russie qui correspondent également aux tours de la cathédrale qu'on construit. Et donc, quand une tour de la cathédrale est remplie, donc on a retourné toutes les cartes, on l'a construite, on va regarder dans la ville correspondante le nombre de contracteurs qu'il y a, et en fonction de chaque joueur, le nombre de contracteurs qu'il a dans cette ville, scorera encore quelque chose d'additionnel. Donc ça, c'est la mécanique principale de contracteur. Il y a aussi une notion de collection. Quand on place un contracteur sur une case, on récupère une tuile adjacente. Donc il y a une notion de collection à la fin aussi qui score. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Mais ce qui est surtout, pour moi, le plus intéressant, je trouve, parce que le jeu n'avait pas vraiment besoin de ça, c'est qu'il y a des guildes en plus.
Alors ça, c'est le gros point fort, c'est qu'il y a, je pense, il y a 9 ou 10 guildes en plus, là où il y en avait 4 ou 5 dans le premier, pas beaucoup. Pas énormément. Pas énormément, donc ça change beaucoup la notion, même s'il y a beaucoup qui jouent avec Contractor, évidemment. Mais surtout, le bémol à ça, c'est que malheureusement, il y en a 3 du jeu de base qui sont toujours présentes et uniquement une nouvelle qui sera ajoutée à chaque partie. Donc on peut pas tout mélanger, on aurait voulu tout mélanger, avoir chaque fois 4 nouvelles guildes avec des pouvoirs tout à fait... mais apparemment, pour une notion d'équilibre, on est obligé de prendre les 3 de base et enlever toujours la même des 4 de base pour la remplacer par, là au hasard, une des nouvelles de l'extension. Voilà. Merci pour ces précisions. On aura certainement une localisation. Peut-être par Yellow, généralement, c'est Yellow Expert qui prend ça, mais par contre, vous verrez plus tard pourquoi je dis probablement, on en rediscutera dans 5 minutes. Une extension, c'est du VF, celle-là, parce qu'elle existe en VO de chez PD Verlac, et là, c'est Matago qui nous fait une extension de Concordia Solitaria, qui nous a fait ça, s'il te plaît. Évidemment, Margert, oui, le créateur de Concordia, mais apparemment ici accompagné de Frank Lamprecht, que je ne connais pas. Je pense que c'est son premier jeu, il me semble, non? J'ai rien noté. Voilà. Donc Margert, l'excellent Antique. Moi, j'aime beaucoup Antique. Pourtant, c'est un jeu qui bastonne aussi un petit peu. Navigador, noté ici, l'inventeur de la rondelle d'action, du populaire, Impérial. Pour les amateurs, probablement pas pour toi. Pour les amateurs, un très très bon jeu. Donc pour les amateurs, Concordia est un excellent jeu. Même pas pour les amateurs. Donc objectivement, Concordia est un excellent jeu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il avait besoin d'une extension solitaire? Bien sûr que oui, parce que je n'entre pas d'accord. Le soliste qui est en moi est en train de jubiler avec ce trésor qui est dans mes mains. Franchement, Concordia Solitaria, et en plus tu vas adorer. C'est une extension coop aussi. Ah, c'est fantastique. Voilà. Non, autant la version par équipe, j'ai pas encore testé, j'ai jamais testé, et j'aimerais vraiment, pourtant je l'ai depuis des années. J'ai pas encore testé, j'aimerais vraiment la tester. Je pense que toi tu l'avais joué en équipe. Non. Concordia équipe, non? Non. En 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2. Non, ce genre de choses. je n'ai pas, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose que j'ai très envie de tester. Déjà, rien que Concordia. Ça, on devrait organiser un de ces jours parce que ça manque à notre culture. Vendu. Le point fort de Concordia, je m'en rappellerai toujours. C'était au début, hein, j'étais dans l'univers ludique. Quand j'ai vu cette boîte arriver, cette grande boîte rectangulaire arriver, je l'ouvre, je retire les trucs et tout. Je dis mais les règles sont pas dedans. Ça se trop vite. Et en fait, c'est une page à 4 recto verso. Et le jeu est d'une grande profondeur, un chef-d'œuvre. Hein. C'est vraiment. Là, la difficulté, c'est plus d'ouvrir la boîte pour moi, parce que la version d'origine, elle donnait pas envie. Oh mon Dieu. En tant que rogamer pur, moi, je dis que ça va. Allez, ouais. Soit. Mais c'est vrai que la règle, on s'étonne de voir aussi peu pour un jeu avec autant de profondeur, autant de rejouabilité. Ouais. Et puis, le nombre de cartes qui existe. Mais qui doit être joueur pour le nombre de joueurs. Ouais, je pense avoir pratiquement tout à la maison. Je pense, je ne joue clairement pas assez ce jeu. Est-ce qu'il quittera un jour ma ludothèque? Certainement pas. Ou alors c'est parce que je suis un de ceux qui l'aime bien, qui le préfère avec l'extension. Peut-être pas tous les modules, mais qui préfère l'extension. Je pense que je n'ai joué qu'au jeu de base. Et pourtant, j'ai tout. J'ai vraiment tout. Et chose extrêmement étrange, c'est que le jeu de base, que ce soit le Concordia classique ou le Concordia Vénus, je pense que l'extension est certainement compatible avec Vénus. Il y a grande chance, en tout cas. Vénus, c'est surtout pour le jeu par équipe. Oui. N'est plus trouvable. Vénus n'est plus trouvable? Non. Ah bon? Non. En tout cas, Asmodée Belgique l'a déstocké. Et maintenant, il a disparu du catalogue d'Asmodée. Est-ce que c'est pour mieux revenir? J'espère. Je rêve d'une big box, parce que là, ma boîte, maintenant, elle est comme ça, à force d'avoir mis les maps dedans. Donc, je rêve d'une big box. Alors moi j'ai le jeu de base en français, j'ai les premières extensions en anglais, et j'ai Vénus en anglais. Donc, j'ai un mélange de cartes dans les cartes de départ, j'ai un mélange de langues. Donc, j'aurais bien racheté aussi. C'est très étrange. Maintenant, c'est bizarre parce que ça doit vraiment devenir un classique. Bien sûr que c'est un classique. Évidemment que c'est un classique. C'est quelque chose qui ne devrait jamais sortir. Excellent jeu et que toutes les bonnes ludothèques doivent avoir. Exactement. Et je pense que c'est un des rares jeux qui fait l'unanimité. Il y a très peu de gens qui n'aiment pas Concordia. C'est un jeu qu'on peut en général conseiller sans
Parce que c'est quand même assez interactif, hein. Ça joue des coudes. Hein. Ah oui, ça joue des coups. Il faut être rapide, il y a une notion de course dedans. Oui, donc c'est vraiment... ouais, non, ce jeu est top, quoi. On l'a assez bien vendu, là. Je pense. Ouais. Next. Endless Winter. Endless Winter, dont j'attends toujours le KS. Ça me tue toujours de voir cette boîte qui arrive alors que moi j'attends mon KS. KS Boutique aussi, me concernant. Oui, bah oui, il va arriver. Hein. Faut pas presser. Hein. Les versions retail sont là. Voilà. Donc l'auteur c'est Stan Kordonski. Très sympa Stan Kordonski. J'ai discuté un petit peu. Qui s'est fait connaître avec Dice Hospital, mais qui a fait plein de trucs depuis. J'aime beaucoup Rurik, qui était vraiment différent. Il a fait tous ces jeux sur des mécaniques très classiques, mais ça tourne bien. Après, est-ce que ça fait quelque chose de wow? Peut-être pas. En tout cas, pas pour des joueurs comme nous. Non. Mais c'est bien en général. Bientôt. Dice Hospital est très plaisant. Moi, je n'ai jamais joué. Non. Ici, je viens de recevoir Résurgence, par contre, qui est son dernier KS. Tout ça, il a créé sa propre maison d'édition pour sortir ce jeu. Ça a l'air bien. Mélange backbuilding, de majorité de placement d'ouvriers, mélange un peu tout, il se coud. Et ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air assez tendu. Bon, revenons à Endless Winter. Endless Winter. Chez Fantasia Games. Fantasia Games, localisé par Matago. Fantasia Games, c'est le premier jeu, c'est une boîte allemande, grecque, excusez-moi. Donc c'est le premier jeu, mais ce sont des vrais pros qui ont créé ça. L'édition, qu'on aime le jeu ou pas, l'édition est au-delà de tout reproche. Tout a été pensé dans les moindres détails. C'est suffisamment rare pour le dire. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont un deuxième en route, non? Fantasia, en route, il y a Unconscious Mind. Oui, voilà pourquoi ça me disait quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai pledgé, plus encore pour l'éditeur que pour le thème. Ou pour le jeu lui-même. Je vais essayer de pas mélanger. Deck building, peut-être. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, on a pas mal de cartes. Ouais. Et après, je me rappelle. Mais en même temps, il y a des placements d'ouvriers aussi. En même temps, on pense directement, quand on parle de ça, on pense directement à Dune et Narak. C'est encore différent. C'est plus accessible, peut-être. C'est moins frustrant que les deux, probablement. C'est plus ouvert, on va dire. Mais ça mélange les deux en effet, les deux mêmes mécaniques qui sont au centre de ce jeu. On se fera son avis. Ouais. C'est du 12+, 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes. On se fera notre avis quand notre là aussi, c'est pas d'experts, donc les gens qui veulent quelque chose de nouveau, de lourd, etc. Parce que la boîte, évidemment, fait tout de suite penser quand on voit la taille, etc. Et on voit l'arrière, on se dit, c'est du costaud. C'est probablement pas le cas. C'est très bien fait, c'est super bien édité. Illustré par... De Nico. Ce Miko. ne fais pas une tête de dégoût comme ça. Non, mais le jeu, honnêtement, je pense, je suis pas fan de Nico du tout, mais je pense que dans tout ce qu'il a fait, avec son style, en tout cas marqué comme ça, c'est plus réussi. Il est certain que quand je vois ça, je le mettrai à côté des boîtes de pillards et tout ça. Je le mettrai à côté parce que c'est à peu près les mêmes choses au niveau graphisme. Il était un peu attendu, ce jeu phénomène qui est Turing Machine. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, il s'agit de Johan Levet. Oui. Et Fabien Gridel. Levet qui est très connu pour un excellent jeu. Avec des fourmis. Mirmes. Voilà. De chez Feu Hystari. Grande maison d'édition. Malheureusement. Oui. Qui avait localisé Concordia. Notamment. Exactement. Phénomène, hein. Ouais. Qui vend. Gros buzz à Gen Con. Et SN, même lancé. Numéro 1. Mérité. Non. Oh, je ne sais plus exactement. Je sais plus au niveau, mais il était... Non, deuxième, je pense. Deuxième, ouais, il me semble. Je me rappelle toujours plus qu'il était numéro 1. De toute façon, on s'en fout. Bon, en général, je regardais plus le BDJ classement, mais évidemment, comme il n'était pas là. Le fair play, pour moi, bon. L'écran derrière. On est sur quelque chose d'exceptionnel, visiblement. De particulier, de très particulier. Oui. Exceptionnel probablement pour les amateurs. Oui, parce que il va falloir vous triturer le cerveau. Hein. Donc il va falloir chercher des codes et tout. Et où je dis exceptionnel, c'est justement sur cette mécanique qui permet de voir si vous avez le bon code ou quoi. Je sais pas comment, moi personnellement, pourtant les chiffres, c'est mon truc. Je sais pas comment ils ont fait ça. 7 millions de possibilités. Je sais pas comment ils ont fait ça. 7 millions de possibilités. À quand l'extension? Il y a pas mal de choses dans la boîte et il y a sur leur site si on en veut plus.
C'est le le, niveau de difficulté. Ça peut être corsé apparemment, très corsé. c'est le scorpion masqué qui nous a fait ça. Donc on a déjà quelque chose d'un peu particulier au niveau de la boîte. Où La boîte attire tout de suite. Hein. Ouais, clairement, parce que en plus quand vous levez le couvercle, mais elle est, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est percé. Donc il y a écrit Turing Machine, c'est percé. Ouais, c'est paradoxal, un jeu qui a aussi peu de thèmes et autant de thèmes à la fois. Mais en tout cas, tout le monde en parle. Je pense que les amateurs comme moi vont adorer, même si, et moi c'est mon seul petit bémol, je pense que c'est avant tout un jeu solo. Je suis pas un joueur solo, je suis tout sauf un joueur solo. C'est ce que j'allais dire, parce que voilà. Stéphane de GM l'a un peu expliqué, ou non, on m'a pas expliqué, j'ai lu son compte rendu, et dans son compte rendu... l'interaction est quasi nulle. Donc c'est comme... Je vais partir avec, c'est pour dire. Moi aussi, c'est pour dire. D'autant plus qu'Asmodée m'a livré 2 fois, donc j'ai des boîtes. Tant mieux. Donc, un 4 joueurs, des parties de 20 minutes, ouais, 14 plus, évidemment, parce qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Pour info, on tire une carte qui a un résultat, on doit essayer de le deviner en interrogeant des machines. Et, le système de cartes sur lesquelles on va venir placer une espèce de template au-dessus pour déterminer la réponse oui ou non, etc. Et c'est ça que je dis, je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est du grand art, hein. Ouais, ça c'est vraiment du grand art. Ouais. Effectivement, quand j'ai vu la vidéo, mes respects. Mais il y en a qui détesteront, ça aussi. Ça va être clivant. Ça va être clivant. Ça va être clivant, ouais. Vite fait. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais c'est la cohue sur les extensions de Tapestry et c'est la seule qui est encore disponible en VF pour l'instant, alors que l'autre est annoncée en retour. Donc, on en a. J'ai vendu le mien un bon moment. Tu as revendu le tien au bon moment et tu as fait un heureux. Exactement. Scorpion masqué. La suite avec Flashback Zombie Kids. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Marc-Antoine Doyon et Baptiste Derez. Oui. Voilà, Michel Verdu au pinceau. Alors. De Laure de Châteaubourg. De Laure de Châteaubourg, qui créditait également au pinceau. C'est quel jeu où les illustrateurs sont en orange? C'était Concordia. C'était Concordia parce que j'ai trouvé, c'est bien, je vais essayer de regarder qui ce qui l'a illustré parce que j'ai trouvé 2 versions différentes sur les illustrateurs. Ah bon. En tout cas, et donc je m'étais dit, c'est vrai, la couverture est faite par Dominique Meyer. Oui, c'est tout noté. Le graphiste Marina Fahrenbach. Donc voilà peut-être pourquoi j'ai trouvé les deux concordances. Revenons à Concordiance. Je suis fatigué. À Flashback. Flashback Zombie Kit. Alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise. J'en suis plus à une près. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille pour le passe-temps. C'est le passe-temps qui nous a fait ça. Alors, moi, perso, j'ai trouvé ça bien. Vraiment, je suis convaincu par ce jeu. On est dans l'univers de Zombie Kids évidemment, mais là un peu comme un jeu d'enquête, un peu à la Trax, on va pouvoir dire, parce que on va commencer à regarder des champs de caméra ou des rétroviseurs et tout ça, et on va voir ce qui va se passer. Et il faut simplement répondre à la question donc qu'est-ce qui s'est passé. Et donc avec justement tous ces indices de ce jeu, beaucoup plus enfantin, évidemment. Ah bien sûr, cartoon, bien sûr, c'est du 7+. Trax, on est dans des choses qui évoluent plus sérieux. Bien sûr, ici c'est du 7+. Ouais. C'est du 7+. On est sur la lignée des Zombie Kids. Ils se sont déjà appuyés sur quelque chose de bien. Donc j'y crois. Et à mon avis, ça sent très bon pour la fin. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Pour la démo qu'on avait eue. Oui. Chez Our, 6 stacks, c'est un jeu solo. Donc là, c'est un casse-tête où il va falloir... Non, j'ai rien trouvé. Ok, ça a été vite. Donc on est comme 4 stacks ou Dogpile ou tout ça. Donc vous allez avoir un casse-tête et des formes et il va falloir que tout match là-dedans. Ah. Overboss de Kevin Russ et Aaron Mesbur. Au pinceau, Juan Alberto Hernandez et Darren Calvert. Qui avait fait Call to Adventure notamment. Ouais. C'est du Liquid Games. J'ai regardé une vidéo.
Donc c'est une espèce de donjon où vous allez devoir récolter des tuiles, du draft de tuiles on pourrait dire, et là-dessus on va essayer de faire venir des gros monstres, parce que ces gros monstres justement dans ces tuiles vont vous rapporter des points de victoire en fonction de où vous placez vos tuiles sur certains types de terrains. Un peu une espèce de collection, de draft et de collection de famille d'Overboss, donc dans un univers un peu pixelisé, hein. On se retrouve un peu sur, c'est un peu à la mode aussi, hein, pour l'instant, ces thèmes-là. Donc à l'arrière, c'est fort pixelisé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un jeu qui est sorti déjà il y a un certain temps, sinon. Ouais, oui, c'est une localisation. Parce que je connais pas le jeu, mais je me rappelle tout à fait du nom de la cover. Donc votre monde en 16 bits. Oui, forcément. On est dans le pixel. Luna Capital, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est José Ramón Palacios. Oui. Et Albert Montes au pinceau. Oui. Moi, j'ai déjà été surpris que c'était un 8+. Oui, c'est quand même... oui. Donc, ça peut mensonger, je pense. Oui, mais effectivement, j'ai regardé une vidéo de Monto et c'est vrai que c'est... Plus que pour comprendre et décortiquer le scoring. Oui. Quelqu'un le fasse pour lui. Oui, clairement, c'est pas mal. Oui. C'était assez conséquent, donc il va falloir recruter des cartes. C'est un 10, ouais. Avec des cartes qui viennent avec des tuiles. Ouais, il faut venir poser sur ces cartes. Toi, tu l'as joué. Guy me dit que je pourrais bien aimer ce jeu. Ouais, c'est dans la mouvance des Cascadia et autres. Peut-être un cran plus complexe. Oui, et c'est chez Devir Games. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure que... Avec une chouette édition. Avec une chouette édition. Devir Games, c'est jamais dégueulasse, moi je trouve. Non, il y a une espèce de distributeur de cartes à monter à l'intérieur, etc. Il y a une espèce d'insert. Il n'y en a pas un. Ouais, c'est... Voilà. Pas mal fait. Effectivement. Donc Devir Games, comme Red Cathedral, c'est pour ça que je disais, localisation chez Yellow, peut-être, parce que il n'est pas arrivé par Yellow. Et il est en français. Ouais. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'ils ont commencé... Il est sorti en même temps que Bitoku. Est-ce qu'ils ont commencé à se distribuer, à se localiser eux-mêmes en français? À vrai dire, avec toutes les langues qu'il y a derrière la boîte, ça vient plus la une de plus. En tout cas, si ça passait chez Yellow, ce ne sera pas chez Yellow Expert. Non, ah non, clairement. Mais en tout cas, c'est pas chez Yellow, ça c'est sûr. Ouais. Parce que c'est arrivé via Jérôme, en Belgique, du moins. Une extension pour Cosmopolite, deuxième service, qui nous a fait ça. Laurent Toscano comme le premier. Laurent Toscano comme le premier. C'est bien, c'est une extension. Ouais. Voilà. C'est un chouette jeu. J'en ai fait qu'une partie, mais on avait bien ri. Eh bien, je ne me rappelle même pas si j'ai fait une partie de ça. C'est dingue, hein. Et pourtant, je pense que j'ai dû l'expliquer en festival ou un truc comme ça. Ça, c'est dingue. Ça m'arrive tout le temps, hein, je rassure. Donc, la mémoire n'est pas mon fort. Je pense que vous l'avez compris depuis longtemps. Je pense qu'on a joué à 4 ou 5. Ah, mais c'est typiquement un jeu où il faut... Ouais, on a bien ri. Donc, il faut jouer. Il faut jouer le truc. Je challenge Guy. Ouais. Remets-moi ça dans ma mémoire, s'il te plaît. Fais une partie au programme. On va le mettre sur la to-do list dans la position 17 317. Voilà. Même moi, je veux bien jouer. Ok, cool. On va faire ça. Il faut juste du temps. Oui, comme tout le monde. Une fois n'est pas coutume, on va terminer par du Pokémon, parce que la semaine passée, on n'a pas eu de Pokémon. Moi, je vais y aller. On va faire vite. C'est les The B12 Tempête Argentée, et ça, c'est l'Elite Trainer Box, et ça, c'est stade et stratégie de combat. Là-dedans, vous allez avoir de starters, de quoi vous jouez, tout ça. Donc, Pokémon qui revient, comme tous les 15 jours. La série EB12 est la dernière. Ouais, mais vous ne connaissez pas Pokémon, parce qu'ils vont faire une série EB12 et demi avant de revenir. Logique. C'est infernal. J'ai passé mes commandes pour les 4 mois à venir. Il va avoir une sortie chaque semaine. Pokémon ne connaît pas la crise. Voilà. Le jeu de la semaine. Allez, je te suis. S'il te plaît. Je vais tourner de ce côté-ci. Je vous avais dit que je trouvais le thème what the fuck, entendiez, improbable. Pour moi, c'est pas péjoratif. Non, c'est totalement improbable. Pour moi, je me disais, eh bien, Chèvre Édition, qui a produit ce jeu, parce que je ne pense pas que c'est une localisation, qui a produit ce jeu, nous a répondu sur YouTube en disant que c'était suite à un article sur paru dans les Inrocks qu'ils avaient eu cette idée-là, parce qu'il paraît que les goélands
attaquent réellement les drones. Donc ce n'est plus un thème what the fuck, c'est un thème d'actualité et ils ont comblé mon inculture à ce sujet-là. Et donc je les en remercie énormément. J'espère. En même temps, on en avait dit du bien, hein, tous les deux. Donc, Ah mais j'en avais dit du bien, voilà. mais bien sûr, et je vais confirmer tout le bien que j'en avais dit la semaine passée, parce que Magnifique. donc là maintenant j'ai pu le tester, et franchement ça m'a bien plu, clairement. J'avais déjà dit que le matériel était qualitatif, et le matériel est qualitatif. Ça je confirme. Ouais, vraiment. Une toute petite boîte, on doit être aux alentours de 15 €, 15-16 €, quelque chose comme ça. Il y a des jetons de poker de belle qualité, vraiment. C'est quelque chose de plutôt bien réalisé. À votre tour de jeu, vous allez mettre une carte en face d'un lieu. Des lieux, vous en avez 7 ici. Ils ont soit de la couleur rouge, soit de la couleur bleue. C'est un jeu à 2 joueurs, donc c'est un jeu d'affrontement. Vous allez devoir battre votre adversaire. Vous allez avoir des cartes pour cela. Vous avez 11 cartes, c'est bien ce que j'avais en mémoire, 11 cartes, avec des valeurs de 1 à 5. Donc bien entendu, vous avez plus de valeur 1 et une de valeur 5, évidemment. Et donc chaque jeton représente un lieu sur lequel vous allez venir déposer une carte. Votre tour de jeu, c'est « je dépose une carte ». Tout simplement. Si jamais vous arrivez à prendre possession d'un lieu, alors à ce moment-là, vous retournez le jeton qui vient à votre couleur, et à ce moment-là, vous appliquez l'effet du jeton. Et ça, juste ça, c'est top. Parce que les lieux que tu contrôles, tu as envie de faire l'effet. Mais comme tu le contrôles, ça sert à rien d'aller poser, donc tu ne feras pas l'effet. Donc tu as envie que ton adversaire vienne te chip le contrôle pour revenir. Voilà. Et donc juste ça. C'est jubilatoire parce que ça combotte à mort. Parce qu'il y a des fois, c'est 4-3. Quel genre d'effet tu peux faire? Alors, quel genre d'effet tu peux faire? Donc, par exemple, celui-ci est plutôt pas mal. Celui-là, quand tu le contrôles, tu retournes une carte de l'adversaire. Donc, à la place que c'est un 2, tu la retournes et elle ne vaut plus que 1. Et donc, si jamais tu fais ça avec une 3, une 4, une 5, le type, il grince un peu des dents. Donc, celui-là, c'est tu enlèves une carte de l'adversaire. Ça, c'est super cool parce que comment on se comprend le contrôle d'un lieu, c'est en étant majoritaire. Donc ici, j'avais une valeur 2. La plus grande valeur. La plus grande valeur, donc je vais venir avec une valeur 3, c'est moi qui ai le contrôle du lieu. Et donc maintenant, en fait, avec ça, je n'ai plus besoin de dépasser mon adversaire, j'ai besoin de l'égaliser simplement. Et je prendrai le contrôle du lieu. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Ça peut bien comboter, en fait. Mais clairement, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Donc par exemple, ici, je rejoue un tour, c'est super puissant. Si vous le timez comme il faut, si vous avez préparé votre terrain, l'adversaire, il voit rien. Il voit rien venir. Rac, c'est terminé. Pourquoi et les conditions de fin de partie, c'est quoi? C'est si jamais vous avez les 7 endroits qui vous appartiennent. Ça s'arrête net, peu importe le nombre de cartes que vous avez jouées. Ou quand tout le monde a mis les cartes. Et là, quand tout le monde a mis ses cartes, joué toutes ces cartes. Quand tout le monde a joué toutes ces cartes. Et là, je trouve que le dernier qui a une carte en main, c'est puissant. Donc moi, j'ai eu le cas. Je menais 6-1. La personne a joué sa dernière carte, je suis battu 4-3 avec les effets combo. Bien joué, je dis bien joué. Parce que c'était à moi à mettre fin à la partie avant. J'y étais pas parvenu. Et donc là franchement, je trouve ça... C'est fait pour toi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, après, je suis mis 2x7. Hein. Parce que le format est assez court, donc on peut clairement. La revanche est... Ouais. Je pense qu'une partie complète, même si c'est 2-1, ça doit faire un quart d'heure, quoi. Des choses comme ça. Moi, j'aime bien les illustrations sur les goélands. Je suis un peu moins fan des illustrations des drones, mais c'est d'un avis personnel et de toute façon, tout le monde s'en fout de la vie personnelle. Oui, clairement. Ouh là, largement subjectif. Les drones sont un peu futuristes, hein. Les goélands moins. Des goélands futuristes. Voilà. Donc c'est ultra quali. Le drapeau français. Ouais, évidemment. Mais c'est Léo Blandin qui nous a fait ça, entre autres. Léo Blandin, qui est notre commercial de chez Mat Distribution. Chouette jeu. Oui, c'est du beau boulot. C'est très très chouette. C'est très très chouette. Quand je pense que j'avais oublié de le mettre sur ma commande, ma dernière commande que j'envoie en boîte, et alors je renvoie un mail dit, t'as pas oublié? Oh si, catastrophe! Oui, j'ai oublié. Ça pourrait être mal pris. J'ai oublié. Pardon? Ça pourrait être mal pris. Non, du tout, il a fait son travail de commercial en disant attention, il y a ça. Et donc il a eu entièrement raison. Est-ce qu'il y a des... On ne le vend pas parce que voilà. Le jeu est réellement sympa.
Ah, mais c'est absolument pas mon style de commencer à vendre un jeu que je n'ai pas aimé. Et moi encore moins. Donc, comme je le disais avec Times of Empire, c'est certainement un bon jeu, ce ne sera certainement pas pour moi. C'est pas pour ça que c'est un mauvais jeu. Attendez, Ouais, ben, non, on est d'accord, et je le jouerai. Maintenant, j'ai d'énormes doutes sur le fait que ça me plaise. Alors, si ça me plaît pas, est-ce que c'est un mauvais jeu? Mais si tu pars comme ça avec un a priori, ça ne te plaira pas? Non. Alors, toi, en disant, je vais participer à une expérience et on verra ce que ça donne. Pas spécialement, parce que je pense que j'arrive à faire la part des choses. Ah. Mais bon, voilà. Je le testerai avec grand plaisir et j'en ferai mon avis par après. Je pense que je peux, tout comme je suis pas un grand fan de ce qu'il a fait sur Lofoten, mais je lui retrouve des qualités claires et franches, et je pense que Lofoten est un bon produit commercial où on va savoir le traîner. On peut partir d'un 8+, et en rajoutant des modules, arriver à un 12+, un 14+, je l'avais déjà dit. Drone versus Goéland, c'est pas parce que j'avais dit n'importe quoi la semaine passée que je l'ai mis sur la table, c'est parce que j'ai vraiment bien aimé ça. Est-ce qu'il y a du Skotten Totten dedans? Oui, sûrement. Oui. Est-ce que c'est Skotten Totten? Non. Non, certainement pas. Est-ce qu'il vous faut les deux? Oui. Oui, c'est même pas grand à partir la notion de... Oui, bah, Battleline avant Skotten Totten. Oui, mais voilà, oui, bien sûr. Le principe, le nom c'est le même auteur, de toute façon. Mais c'est même le même jeu. Oui, c'est le même jeu, c'est pas le même univers, c'est le même jeu. Et donc, à partir du moment où on s'appuie sur une base qui est reconnue. Mais il y a quand même un petit twist. C'est ce qui fait son charme. Le truc de combo, c'est vraiment, vraiment quoi. Il y a sa propre personnalité. Et donc j'ai joué en fait contre ma fille et quand je lui dis mais voilà j'ai gagné, elle fait mais quoi? Je regardais et donc c'est juste le fait des combos, c'est top. Et donc évidemment ces jetons vous les mettez de façon aléatoire parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont doublés, il y en a qui sont doublés. Ah, donc ils sont pas tous présents à toute la partie. Non, ça c'est une réserve de 5 différents. Donc toutes les parties sont vraiment... Oui, ce sera totalement aléatoire parce que le fait d'avoir... des fois, tu as sûrement 2 fois les mêmes bonus qui rentrent dedans. Et des fois, non. Voilà. C'est du beau boulot. On est pas mal aussi, non? Bon, je pense, on est quasi à l'heure. Ah non. Ça va se calmer un petit peu avec le mois de décembre. Donc c'est bien parce qu'on va être un peu moins dispo. Déjà qu'on a été moins dispo pour la préparer, celle-ci. Ça ne s'est pas entendu du tout. Non, on est tous fatigués. Je vais pas donner un coup dans la caméra. Ok. Bon, le mot de la fin. La fin. Ok. Merci de m'avoir assisté, Laurent. Avec plaisir, comme toujours. À bientôt chez Eddie Corner. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.